une ancienne propriété aux abords de l'Aillon, dont les murs décrépits semblaient sculptés dans le crépuscule plombé et des supplications oubliées depuis longtemps, nous accueillit dans l'humidité morne d'un automne. Nous, la famille Ackerman, moi, Anna, mon mari Marc, et nos 2 enfants, Elisa, 9 ans, et Louis, 7 ans, cherchions ici, loin du tumulte de Paris, la tranquillité et la solitude désirée. Cette demeure, ayant jadis appartenu à un riche mais indubitablement excentrique collectionneur d'antiquités, nous attirait par son ampleur, ses moulures élaborées et ses planchers de chêne grinçants, empreints du souffle des siècles passés. Nous aspirions à respirer cet esprit ancien, à lui insuffler une nouvelle vie. Les premiers jours de notre séjour furent remplis des joies de l'installation. Des voix joyeuses des enfants, dont les rires et les exclamations excitées se mêlaient au doux bruissement des feuilles mortes derrière les fenêtres. Pourtant, déjà alors, dans les murmures à peine perceptibles et les ombres glissant dans les coins sombres des pièces, résidait quelque chose d'inquiétant, le présage des événements à venir. Tout commença par une bagatelle, si insignifiante que nous n'y prêtâmes presque aucune attention, jusqu'à ce que ce tout petit objet ne devienne la source de notre cauchemar incessant. C'était un bouton ancien, en nacre noire, orné d'un motif étrange, presque démoniaque. Il fut découvert sous une lame de parquet poussiéreuse dans la chambre d'enfant de Louis. Lui, en véritable explorateur de 7 ans, avec la curiosité qui le caractérise, avait écarté les planches pourries pour y jeter un œil, et était tombé sur ce petit objet, à la fois sinistre et fascinant. Le bouton, bien que posé dans ce qui semblait être une pièce privée de tout air frais depuis de très nombreuses années, glaçait curieusement la main. Marc, homme imperturbablement sceptique, avait plaisamment suggéré qu'il ne s'agissait rien d'autre qu'une relique du vestiaire du collectionneur lui-même. Il plaça délicatement cette trouvaille sur la cheminée du salon, tel un artefact curieux ne suscitant qu'un sourire. Pourtant, ce même objet curieux, ce petit objet presque imperceptible dans la pénombre de la vieille pierre, était destiné à devenir le témoin silencieux et, bien pire encore, le centre de notre catastrophe imminente. L'inquiétude ne s'est pas manifestée immédiatement, mais lentement, insidieusement, à l'image d'un brouillard froid et humide, s'infiltrant par les plus fines fissures des fenêtres anciennes. Les premiers signes furent des sons inexplicables. Des grincements à peine perceptibles résonnaient quelque part, au plus profond de la maison. Quelqu'un semblait marcher sans bruit dans le grenier, et des murmures discrets, à peine audibles, venaient des murs eux-mêmes. Nous attribuions tout cela, bien sûr, à la vétusté de la maison, au jeu des courants d'air, à une imagination trop vive et trop impressionnable. Mais ensuite, les changements touchèrent les enfants. Louis se mit à parler en dormant, son petit corps se tortillant sans relâche dans son berceau, comme s'il luttait désespérément contre une force inconnue et invisible. 6 yeux, grands ouverts dans l'obscurité la plus totale, étaient dénués de toute expression, remplis seulement d'une terreur dévorante. Elisa, cette enfant toujours si lumineuse et pleine de joie, avait soudainement développé une peur panique de sa propre chambre. Elle soutenait qu'il y avait quelqu'un, un être invisible, qui l'observait en silence depuis les recoins les plus sombres. Un matin, en découvrant de profondes éraflures écarlates sur son dos, semblables à celles laissées par des griffes acérées,
j'ai compris que notre tranquillité était désormais brisée à jamais. Marc, cherchant à apaiser son angoisse et à trouver une explication logique, avait suggéré que ces marques sur son corps pouvaient être apparues pendant son sommeil, le résultat d'un mouvement maladroit ou même d'un jeu. Mais je voyais dans ses yeux la terreur, cette peur profonde et poignante qui ne pouvait naître de simples contacts fortuits. Cependant, ce qui me serrait le plus le cœur était mon inquiétude pour Louis. Son somnambulisme prenait des tournures de plus en plus sinistres. Il ne se contentait plus de déambuler dans la maison pendant son sommeil. Il se déplaçait avec une détermination effrayante, comme guidé par une force invisible, et ses lèvres proféraient sans un son des mots étranges et indistincts, comme s'il murmurait les secrets d'un monde inconnu. Une nuit, je fus réveillée par son cri désespéré. Je le trouvais debout au milieu du salon, le visage déformé par une grimace de terreur primitive, ses mains tendues vers la cheminée où reposait cet infameux bouton noir. Au matin, il ne se souvenait de rien, juste d'une vague et glaciale sensation de peur et d'un froid inexplicable, comme s'il avait effleuré la nuit elle-même. Le bouton, je commençais à ressentir vivement sa présence, son attention froide et attirante. Il me semblait qu'il m'observait depuis l'obscurité, que sa puissance croissait chaque jour, devenant de plus en plus tangible, de plus en plus inévitable. Marc, constatant mon anxiété grandissante et la santé déclinante des enfants, commença à rejeter peu à peu son scepticisme d'antan. Lui aussi avait commencé à remarquer des phénomènes inexplicables, des objets changeant de place, comme par une volonté invisible, des portes s'ouvrant et se refermant sans la moindre brise. Et la nuit, nous entendions tous deux distinctement des pas dans le couloir, alors que nous savions que nul autre n'était dans la maison. Marc passa plusieurs nuits blanches à tenter d'identifier la source de ces bruits. Mais tous ses efforts furent vains. Une atmosphère oppressante et pesante s'était installée dans la maison. L'air paraissait épais et lourd, comme imprégné de quelque chose d'ancien, de caché et de clairement malveillant. Nous vivions dans un état de tension constante et nerveuse. Chaque bruissement, chaque craquement de parquet nous faisait tressaillir involontairement. Une véritable obsession s'était emparée de moi, concentrée sur un petit bouton. Sa surface en nacre noire évoquait un puits sans fond dans lequel se reflétait ma propre peur grandissante. J'ai commencé à plonger tête la première dans la recherche d'informations sur l'ancien propriétaire de cette maison, sur sa mystérieuse collection. Dans les archives municipales anciennes, j'ai réussi à trouver des mentions d'un certain Monsieur Duval, un collectionneur passionné d'objets inhabituels, souvent occultes. Selon les rumeurs qui nous sont parvenues, il était un grand adepte de la magie noire et tenait fréquemment des séances de spiritisme. On disait que Duval était possédé par une ancienne et puissante force qui, très probablement, aurait pu être enfermée dans l'un des artefacts lui ayant appartenu. Ce bouton, apparemment ordinaire, aurait-il pu être cet artefact recherché? L'idée d'un objet maudit, étroitement lié à un passé sombre et possédant une volonté propre, véritablement sinistre, s'était solidement installée dans mon esprit. Un soir,
Alors que les plus jeunes dormaient déjà, bien que leur sommeil fût agité, j'ai osé prendre le bouton en main. Il glaçait ma paume, tel un éclat de glace éternelle, et une vibration subtile, mais persistante, en émanait. À l'instant où je la serrais plus fort dans mon poing, des souvenirs étrangers et inconnus défilèrent devant mes yeux intérieurs, aussi vifs que des éclats de verre. De vieilles échoppes poussiéreuses dans la pénombre, des pièces sombres et mystérieuses, un murmure bas dans une langue absolument inconnue, et surtout une sensation aiguë, lancinante, de colère et de haine étrangère. Je sentis un froid glacial me parcourir jusqu'aux os, mon esprit commençant à succomber à un brouillard. Ce n'était pas une simple réminiscence passive. Cela ressemblait à une intrusion véritable, impitoyable. Pendant ce temps, Marc rentra chez lui, le visage marqué d'une profonde inquiétude. Il raconta avoir aperçu quelque chose de fort étrange dans le vieux jardin, envahi par la végétation. Une silhouette indistincte, enveloppée d'une obscurité dense, qui bougeait de manière anormale, comme si elle glissait sur le sol même. Il tenta de s'approcher pour mieux la distinguer, mais la silhouette, comme si elle avait senti son approche, se dissipa instantanément dans l'air, sans laisser la moindre trace. Son monde habituel, ordonné, se décomposait sous ses yeux. Nous savions tous deux que quelque chose d'horrible, d'intolérablement faux, était en train de se produire. Mais la nature de ce malheur imminent nous échappait, comme la fumée par un jour de vent. Dans la panique qui nous saisit, nous entreprîmes des recherches fébriles pour trouver une issue, la moindre petite chance de nous libérer de l'emprise de ce mal qui semblait avoir jeté ses racines destructrices dans les murs de notre demeure, imprégnant notre propre existence. Mes propres recherches me conduisirent dans un coin poussiéreux et oublié du grenier, où, en fouillant parmi de vieilles affaires, je découvris un vieux coffre. À l'intérieur, parmi les papiers jaunis, reposaient les lettres de Duvalier. Dans celles-ci, il décrivait un certain compagnon sombre, une force inconnue se nourrissant de ceux qu'il y avait de plus intime. La peur et le désespoir. Il tentait de maîtriser cette force, recourant à d'anciens rituels et à des artefacts mystérieux. Il accordait une attention particulière à un petit bouton, le nommant sans détour la clé, le œil, l'âme de ce compagnon sombre. Il écrivait que le bouton était inextricablement lié à quelqu'un qui avait quitté ce monde soudainement et violemment. L'âme de cette personne, comme égarée entre les mondes, servait de source inépuisable d'énergie sombre, enfermée dans cet objet petit mais si puissant. Duvalier tenta de détruire le bouton, mais, à en juger par ses écrits, il échoua. 16 dernières lignes étaient remplies du désespoir de la mort et d'une peur dévorante. Il affirmait que le compagnon le traquait désormais lui-même. Chaque jour qui passait, notre maison, autrefois si accueillante, devenait un lieu de plus en plus étranger et hostile, comme si le souffle du mal s'infiltrait dans chaque recoin. Chaque jour, les murs de la maison semblaient se couvrir de nouvelles griffures, comme si quelqu'un essayait désespérément de percer à travers elles depuis l'extérieur. Au petit matin, à peine le jour avait-il pointé son nez, nous pénétrâmes dans le salon et restâmes figés d'effroi.
Tout le mobilier était renversé, comme si un ouragan déchaîné avait sévi dans la maison. Les enfants, brisés par la terreur, refusaient de quitter leur chambre, passant de longues heures blottis les uns contre les autres, sursautant au moindre bruit. Louis, notre fils autrefois si joyeux, s'était muré dans le silence, son regard devenu terne, absent, et il conversait de plus en plus avec un interlocuteur invisible, perdu dans son propre monde terrifiant. Élise, quant à elle, s'était muée en une boule d'agressivité incontrôlable, nous assaillant sans la moindre raison. Ses yeux autrefois si doux luisaient désormais d'une lumière étrangère, venue d'ailleurs. Lentement, une terrible prise de conscience s'insinua en nous. Quelque chose s'était installé dans notre demeure, qui non seulement existait, mais qui influençait activement et destructricement en nous, nos enfants sans défense. Le tournant le plus effroyable survint lors de la nuit de pleine lune. Je m'éveillai, enveloppé d'un froid glacial, sentant une présence sinistre tout près de mon lit. C'était Louis. Il se tenait près de la fenêtre, son visage d'un pâle cendreux, ses yeux complètement vides, dénués de toute vie. Dans sa main, quelque chose brillait, ce même bouton noir, sinistre. Il me l'a tendu, et sa voix, transformée à tel point qu'elle était méconnaissable, a murmuré « Prends, désormais, elle est à toi. » Un frisson d'horreur m'a parcouru, et j'ai reculé. Mais à cet instant précis, quelque chose a basculé. Louis semblait revenir à lui. Ses yeux se sont grands ouverts, et il s'est effondré au sol en poussant un cri. Plus tard, il n'a pu qu'expliquer de manière incohérente que quelqu'un semblait avoir envahi son corps et l'avait forcé à agir ainsi. Marc, voyant ma peur et mon désespoir absolu, a pris la décision d'agir. Il s'est souvenu des anciens rituels de purification qu'il avait lus autrefois. Il avait l'intention de chasser le mal qui s'était emparé de cette maison. Cette nuit-là, alors que Louis et Elisa se tournaient et se retournaient douloureusement dans leur sommeil, Marc a rassemblé toutes les vieilles bougies qu'il a pu trouver et a commencé à réciter les prières tirées des livres de Duvalier. Quant à moi, j'étais assise dans le salon, serrant fermement le bouton dans mes paumes, sentant le froid mortuaire qui en émanait. Soudain, alors que Marc atteignait le paroxysme de son rituel secret, une obscurité absolue et impénétrable enveloppa la pièce. Un instant plus tard, elle fut déchirée par un hurlement glaçant qui semblait provenir des profondeurs de la vieille demeure. Le bouton de nacre que je serrais dans ma main s'illumina d'une faible lueur pulsante, à peine perceptible. Et c'est alors que le pire arriva. Elisa fit irruption dans le salon, ses yeux brûlants d'un feu dément, surnaturel, un rictus sinistre et prédateur figé sur ses lèvres. Elle fonça droit sur Marc, ses poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Des sons gutturaux, empreints d'une fureur primale, s'échappant de sa gorge. Marc tenta de se défendre, se retrouvant face à elle. Ce n'était pas une simple confrontation entre deux enfants. C'était le combat de quelque chose d'ancien et d'absolument étranger à ce monde. À cet instant précis, je compris enfin. Le bouton n'était pas seulement un réceptacle, il servait d'encre. L'encre qui liait à ce monde une entité nourrie de notre peur, de notre désespoir. Et cette entité se révéla être bien plus qu'un simple fantôme. Quand Marc, tentant de la sauver, repoussa Elisa,
Celle-ci vola contre le mur du fond et, comme figée en apesanteur, commença à se transformer. Son corps se distordait, s'étirait de manière antinaturelle, prenant des formes monstrueuses et inimaginables. Au lieu d'un cri de terreur, un son grave et gargouillant s'échappa de sa bouche, glaçant le sang dans les veines. Marc resta figé, paralysé par l'horreur, tandis que je sentis une vague glaciale émaner du petit bouton serré dans ma main, le traversant lui-même, comme si elle pénétrait au plus profond de son être. Je réalisais que ce bouton ne servait pas seulement d'encre, reliant cette entité à notre monde, mais aussi de conducteur, lui permettant de passer d'un hôte à un autre. Mon mari, autrefois sceptique, luttant avec acharnement contre ce qu'il ne comprenait absolument pas, devenait maintenant sa prochaine proie. En cet instant sinistre, toute la vérité monstrueuse de cette menace me parvint enfin. Ce n'était pas juste le spectre d'une personne que nous avions devant nous, mais une ancienne entité insatiable, trouvant ses victimes à travers cet artefact maudit. Elle ne chassait pas les âmes au sens traditionnel du terme. Non, elle aspirait à la force vitale, à l'intelligence, à la quintessence même de l'être humain, les vidant jusqu'à la dernière goutte. Elle s'était révélée d'une ruse étonnante. Cet homme utilisait nos enfants, tels des pions dans son jeu, pour nous infliger le plus de douleur possible, pour semer en nos âmes les graines de la peur qui la nourrissaient de l'intérieur. Le bouton, quant à lui, n'était pas un simple objet ordinaire. Il faisait office de lentille, concentrant cette énergie sombre, la rendant obsédante et presque palpable pour nous. J'ai tourné mon regard vers le bouton. Sa profonde nacre noire paraissait plus attrayante que jamais, tel un abysse dans lequel on désirait se plonger. Une sensation s'est éveillée en moi, comme si elle murmurait doucement, promettant une force inégalée, offrant de manière alléchante un contrôle absolu. « Prends-moi, je te donnerai tout ». Cet appel résonna dans ma tête, mais ce n'était nullement ma propre voix. C'était la voix de cette entité même. En cet instant précis, j'aperçus Marc. Il se tenait là, tremblant de tout son corps, fixant d'un regard muet d'horreur sa fille, toujours plongée dans cet étrange état, comme transformée. Dans les yeux de Louis, je discernais une peur qui commençait à s'estomper, et je compris aussitôt. Je ne pouvais lui permettre de les prendre. Ma décision mûrit soudainement, tel un éclair fulgurant, déchirant une nuit d'orage, profonde et sombre. Je réalisais que simplement jeter le bouton ou le cacher serait bien loin d'être suffisant. Cet objet était intimement lié à cette demeure, à cette terre, et à cette entité même qui cherchait à s'en emparer. Les mots de Duvalier me revinrent alors en mémoire, évoquant d'anciens rituels et l'impérieuse nécessité de libérer l'âme. Et là, l'illumination. La seule chose capable de l'arrêter était la destruction totale, irrévocable, de cette encre. Mais comment y parvenir? Immédiatement, je me souvins de la manière dont Duvalier décrivait un rituel d'exorcisme, dont les éléments clés étaient le feu et un lieu particulier, d'une puissante énergie. Il évoquait un ancien puits, dissimulé dans la forêt non loin de la maison, un lieu qui, selon les légendes anciennes, avait servi de théâtre à toutes sortes de rituels dès les temps reculés, avant l'ère chrétienne. Tenant fermement le bouton précieux dans ma main,
Je sortis de la maison, laissant Marc seul avec les enfants. Chaque seconde comptait, car je devais agir avant que cette entité sinistre ne me consume moi ou l'un de mes proches, définitivement. La forêt m'accueillit dans un silence assourdissant. Seul, un murmure à peine perceptible du vent s'infiltrait à travers les cimes des arbres séculaires, comme pour m'avertir du danger imminent. La lune, cachée derrière d'épais nuages, laissa le monde sous le règne des ténèbres les plus profondes. Je marchais, guidé seulement par le souvenir vague d'un sentier, sentant le bouton dans ma main devenir de plus en plus chaud, comme s'il se remplissait d'une énergie vivante et pulsante. Mon objectif était le vieux puits, un endroit qui, j'espérais désespérément, deviendrait non seulement mon salut, mais aussi le dernier refuge de ce mal. Arrivé sur les lieux, je constatais que le puits était profond et abandonné, l'herbe poussant drue sur ses bords. Au bord même, penchée sous le poids des années, se dressait une ancienne statue représentant une divinité païenne. Je sentis, c'était là, l'endroit même. Approchant du bord, je plongeai mon regard dans la gueule béante et obscure du puits. Le bouton dans ma main se mit soudain à trembler, comme s'il était vivant, tentant de s'échapper. Je sentais une entité inconnue pénétrer mon esprit, me murmurant des promesses de pouvoir illimité, l'idée que je pouvais devenir son nouveau réceptacle. Elle semblait s'étirer de ma paume, mes doigts s'enfonçant comme des racines dans la nacre froide, cherchant à la retenir. Désespéré, je levai le bouton, sentant sa résistance acharnée. À cet instant, dans sa surface noire et lisse, je vis un reflet. Ce n'était pas mon visage. C'était le visage de Duvalier, tordu dans une grimace d'horreur et de douleur insupportable. Et derrière lui, un kaléidoscope de visages, tout aussi mutilé, tout aussi souffrant. Je compris que Duvalier n'avait pas réussi à détruire ce bouton. Il avait seulement tenté vainement de le contenir, voulant en devenir le gardien, et finalement, sa victime. Rassemblant les dernières forces qui me restaient, je commençai à prononcer les mots trouvés dans son journal, les mots d'un ancien rituel d'exorcisme. Ma voix tremblait, mais chaque mot résonnait avec une clarté surprenante. Le bouton dans ma main s'illumina d'une lumière intolérable, d'une agonie ardente. À l'instant même, un cri retentit, si perçant, si glaçant, qu'il semblait que la forêt elle-même s'était figée dans une terreur muette. Je sentis quelque chose d'inconnu, comme s'il se libérait, quittait ma main, comme si des chaînes invisibles et contraignantes se brisaient simultanément, surmontant le tremblement qui me parcourait des pieds à la tête. Je fermai les yeux et, prenant une profonde inspiration, je lançai le bouton lumineux dans la noirceur insondable du puits. À chaque instant, descendant rapidement dans l'obscurité, il brûlait de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'enfin, il s'éteigne dans un bruit sourd, englouti par le silence. Un silence absolu s'installa. Tout murmure cessa, les grincements effrayants se turent. L'oppressante sensation d'une présence étrangère, invisible, disparut. Je me tenais au bord même du puits, tout mon corps secoué par une tension résiduelle qui maintenant s'estompait lentement, me laissant une impression de vide. J'étais seule. De retour à la maison, je trouvai Marc assis sur le sol du salon. Il serrait dans ses bras Louis et Elisa endormis,
leur visage si serein, comme si un terrible cauchemar s'était enfin retiré, ne laissant qu'un sommeil paisible. Je m'approchai de lui et nous nous serrâmes dans les bras, nous noyant dans une vague de soulagement si merveilleuse qu'elle semblait presque incroyable. La maison, comme avant, était restée ancienne, portant toujours en elle les traces fantomatiques des événements passés. Mais à présent, quelque chose de nouveau s'y faisait sentir. Elle était vide, vide de cette obscurité dévorante qui nous avait si longtemps tourmentés, nous épuisant l'âme. Pourtant, alors que nous nous mettions à remettre en ordre cette demeure ancestrale, je remarquai sur ma manche une minuscule tache, presque imperceptible, noire, comme une touche d'ombre. Je tentai de l'effacer, mais elle ne bougeait pas, comme si elle s'y était imprégnée pour toujours. Et là, en regardant de plus près, je distinguai en sa profondeur une faible lueur nacrée, à peine perceptible à cet instant. Je me trouvais seule dans la pièce, mais soudain, j'ai ressenti ce froid familier, glaçant jusqu'aux os, et juste à ce moment précis, comme surgi des profondeurs les plus secrètes de ma mémoire, une voix douce, mais étonnamment claire s'est fait entendre, un murmure qui semblait transpercer mon âme. Maintenant, je suis à toi. Mes yeux se sont grands ouverts et, rencontrant mon propre reflet dans la surface lisse du verre, je suis restée figée dans une stupeur silencieuse. Sur ma main, sur ce doigt qui, une seconde auparavant, était parfaitement nu, reposait désormais un minuscule bouton d'un noir d'encre. Il ne semblait pas simplement posé, mais plutôt avoir germé de ma propre chair, s'intégrant organiquement à ma peau. Son toucher était glacial, et du bouton émanait une faible lueur douce et pulsante.